L'année 2018 commence en berne pour la filière banane au Cameroun. En effet, à la fin du mois de juin, seulement 113 600 tonnes de bananes ont été exportées du pays contre 140 930 tonnes au cours de la même période en 2017. Ceci représente une chute de plus de 27 000 tonnes. Une contre-performance qui est principalement due à la dégringolade notée dans les exportations des grands producteurs du pays, notamment la Cameroun Development Corporation, numéro 2 du marché de la banane et deuxième employeur du Cameroun après la fonction publique. Ce dernier a vu ses exportations culminer à 29 600 tonnes seulement cette année, contre 50 563 tonnes un an auparavant, en baisse de près de 21 000 tonnes. Cette situation qui perdure depuis plusieurs mois est consécutive au ralentissement des activités de ce producteur à cause des violences imposées par les sécessionnistes anglophones aux populations de la région du sud-ouest du pays dans laquelle sont situées ces plantations d'EVA et de bananes. Outre la Cameroun Development Corporation, la société des plantations du Haut-Pendia, leader du marché, n'a pu exporter que 78 000 tonnes de bananes à fin juin 2018 contre 84 167 tonnes au premier semestre 2017, en baisse d'un peu plus de 6 000 tonnes. La Banque africaine de développement apporte une bouffée d'oxygène au programme de développement économique du Cap-Vert. Ceci à travers un prêt de 20 millions d'euros essentiellement destiné à financer la première phase du dit programme. Ce dernier vise à renforcer la compétitivité du secteur privé. L'objectif est d'inciter ce secteur ainsi que les entités locales à contribuer davantage à la croissance et à l'emploi. Le programme de développement économique du Cap-Vert accorde aussi une attention particulière au secteur privé national en tirant parti des avantages comparatifs de chacune des îles du pays et en assurant la répartition spatiale des opportunités économiques. Sa mise en œuvre intervient dans un contexte où le Cap-Vert fait face à plusieurs défis qui pourraient entraver sa croissance économique à moyen terme. Le pays est en effet confronté à une série de contraintes structurelles liées à la petite taille de son marché intérieur, à la fragmentation du pays en plusieurs îles et à des ressources naturelles modestes sur lesquelles les autorités ont peu ou pas de contrôle. À tout ceci, il faut ajouter les niveaux d'endettement que les autorités capverdiennes devront contrôler en améliorant la gestion des entreprises publiques et des grands projets d'investissement public pour assurer une meilleure réalisation des effets souhaités en matière de croissance économique. Ces autorités sont aussi appelées à œuvrer pour la diversification de l'économie en créant des conditions propices au développement du secteur privé. Avec un taux d'endettement estimé à 42,1% en 2016, pour un seuil admis de 70%, la Côte d'Ivoire avance lentement mais sûrement vers l'atteinte de son objectif 38,7% à l'horizon 2022. Résolument inscrit dans la mise en œuvre des bonnes pratiques internationales en matière de gestion de la dette souveraine, le pays a pris deux mesures principales. Il s'agit d'abord de la création du Comité national de la dette publique, un comité mis en place en 2011 et qui a pour mission de coordonner et suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, de veiller à sa mise en cohérence avec les objectifs de développement et la capacité financière de l'État et d'élaborer le projet de politique et de stratégie d'endettement en vue de son adoption par le gouvernement. La deuxième mesure concerne l'adoption et la mise en œuvre de la première stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cette stratégie élaborée en 2013 connaît chaque année des mises annuelles et vise à satisfaire les besoins de financement de l'État ivoirien et ses obligations de paiement au moindre coût possible en maintenant un niveau de risque prudent. L'objectif est de contenir le coût moyen du portefeuille de la dette, de réduire le risque de refinancement, de limiter les risques de change et d'améliorer à terme le taux d'endettement. Tout ceci intervient dans un contexte où Abidjan affiche de belles perspectives économiques. La croissance attendue est en moyenne autour de 8,4% sur la période 2018-2020. Quant au stock de la dette de l'administration centrale, il se situe à 42,7% du produit intérieur brut en 2017.
Selon le rapport semestriel de la Banque mondiale sur les développements économiques, l'économie malgache se porte bien. Elle devrait enregistrer une légère croissance de 0,8% entre 2017 et 2018, passant de 4,2% à 5%. Deux principaux secteurs ont porté cette croissance, notamment les transports et les banques. On note aussi une bonne performance des biens et services produits dans les zones franches économiques qui ont contribué à de solides recettes de l'exportation et à l'accumulation de réserves en devises dans le pays. La croissance de l'économie malgache reste cependant entachée par le taux d'inflation qui a culminé à 9% vers la fin de l'année 2017 avant de s'atténuer au premier trimestre de 2018. Par ailleurs, le nombre de Malgaches vivant en deçà du seuil de 1,90$ par jour devrait baisser de 75 à 73% d'ici à 2020. Au dire des experts de la Banque mondiale, seule une croissance inclusive pourrait avoir un réel impact sur la réduction de la pauvreté à Madagascar. Aussi, le pays est appelé à poursuivre les réformes engagées dans le domaine économique et fiscal et mettre en œuvre un environnement politique stable afin de tirer profit des opportunités pouvant découler de ces perspectives macroéconomiques positives, gage de la réduction de la pauvreté. Le Ghana a résolument décidé à tourner dos au Fonds monétaire international et de manière générale l'aide publique au développement. Le pays a entamé des négociations avec la Chine pour l'obtention d'une ligne de crédit de 2 milliards de dollars. À en croire le président Nana Akufo-Addo, ce financement devrait servir à combler le déficit en infrastructure du pays, notamment pour ce qui est du réseau routier afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie du pays. À ce titre, les routes qui feront l'objet de l'accord de financement ont été identifiées, parmi lesquelles figurent des axes routiers qui relient le Ghana à plusieurs de ses pays voisins. L'objectif à moyen terme est de soutenir les activités économiques et soulager les populations ghanéennes en mettant un terme aux importations de produits alimentaires en provenance du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, ce qui permettra de relancer l'économie du pays et donc des infrastructures routières. Le financement attendu devrait être signé lors d'une visite de travail du président ghanéen en Chine au mois de septembre. Désormais donc, le Ghana se lance dans la recherche de mécanismes alternatifs de financement innovants pour accélérer son développement économique. La démarche suscite cependant des inquiétudes dans le pays, en ce sens qu'elle est perçue comme un facteur susceptible d'aggraver le poids de la dette extérieure. Autrefois en proie à d'énormes difficultés, la filière palmier à huile a amorcé au Gabon un décollage en pleine progression. Avec la montée en puissance progressive de la production des plantations d'Olam Palm d'Awala et de Mouila, la filière contribue plus significativement au produit intérieur brut et au processus de diversification de l'économie gabonaise. En effet, au premier trimestre 2018, le secteur a poursuivi les performances enregistrées depuis près de 2 ans. Ainsi, la trituration des régimes de palme récoltés a généré une production de 12 657 tonnes d'huile rouge brute contre 7 352 tonnes il y a un an, soit une progression de 72,3%. Quant à la production d'huile de palmiste, elle s'est élevée à 1896 tonnes contre 892 tonnes l'an dernier, soit une hausse de 112,5%. En ce qui concerne la branche des huiles et corps gras, elle a été marquée par un raffermissement de son activité grâce à l'approvisionnement régulier des usines en huile rouge brute. Ainsi, la production d'huile raffinée a progressé de 37,7% pour se situer à 2160 tonnes contre 1568 à la même période en 2017. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période a plus que doublé pour s'établir à 19,2 milliards de francs CFA contre 9,568 milliards de francs CFA à la même période en 2017. Nouvelle hausse du taux de chômage en Afrique du Sud. Après un premier trimestre 2018 décevant, où ce taux a culminé à 26,7%, le deuxième trimestre n'a pas été plus reluisant.
Ainsi, ce sont 27,2% de la population active sud-africaine qui sont touchés par le chômage. Selon des chiffres rendus publics par le département de la statistique, les secteurs manufacturiers et des services sont les plus touchés par cette situation, avec à la clé la perte de milliers d'emplois. Cette situation est aussi imputable au ralentissement économique qui frappe l'Afrique du Sud. En effet, depuis la grande récession de 2008-2009, l'économie sud-africaine n'a pas pu croître de plus de 2%, alors que le pays a besoin d'une croissance annuelle de 5% pour juguler le chômage. En attendant les solutions adéquates, le Fonds monétaire international appelle le gouvernement sud-africain à mettre en œuvre des réformes audacieuses pour redynamiser la croissance économique et combler les énormes déficits sociaux dont souffre le pays. Il s'agit entre autres de l'inefficacité des entreprises publiques et la corruption rampante. L'institution de Bretton Woods annonce cependant une reprise à 1,8% de la croissance du PIB sud-africain cette année, soulignant que cette reprise ne sera pas suffisante pour contenir la hausse du chômage et les inégalités. Pour sa part, le gouvernement du président Cyril Ramaphosa entend organiser cette année une conférence nationale sur l'emploi. Ce conclave, qui se tiendra avec la participation des grandes compagnies et des syndicats du pays, examinera les moyens de redynamiser le marché de l'emploi en Afrique du Sud. L'économie mauritanienne confirme son embellie. C'est ce qu'affirme le Fonds monétaire international qui estime que le pays a enregistré une croissance de 3 et 3,5% en 2017 et 2018 et une inflation modérée à 2,3% en moyenne en 2017. Par ailleurs, les réserves internationales ont atteint 849 millions de dollars à fin 2017 et le budget a dégagé un solde primaire hors don positif de 0,3% du PIB non extractif en 2017. En ce qui concerne le déficit du compte courant externe, hors importation du secteur extractif, a lui aussi baissé de 11% du PIB en 2016 à 8% en 2017, tandis que l'endettement a ralenti avec une baisse extérieure qui s'est stabilisée à 72% du PIB. Ce qui fait dire au FMI que les perspectives économiques de la Mauritanie sont favorables, compte tenu notamment des cours soutenus des matières premières ainsi que des efforts de politiques économiques. Il reste cependant des défis considérables à relever pour assurer la stabilité macroéconomique, atteindre une croissance forte et inclusive qui crée des emplois et réduise la pauvreté et améliorer l'environnement des affaires et la gouvernance économique. Mais le pays pourra compter sur le soutien du FMI, qui prévoit un nouveau décaissement de 24 millions de dollars dans le cadre de la première revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour rappel, c'est le 6 décembre 2017 que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit avec la Mauritanie d'un montant de 163,9 millions de dollars. Cet accord permettra d'accompagner le programme des réformes économiques et financières du pays en favorisant une croissance inclusive et diversifiée de son économie en vue d'améliorer le niveau de vie de la population, de maintenir la stabilité macroéconomique, de renforcer la viabilité de la dette et de réduire la pauvreté.